chers auditeurs, nous sommes aujourd'hui avec l'honorable Kori Kondiano, le président de l'Assemblée guinéenne. Vous savez, son honorable Kori Kondiano fut un enseignant, directeur des études, c'est un banquier aussi. Il fut secrétaire d'État au commerce. Il fut également directeur des services administratifs de la Banque centrale du Guinée. Et il a été l'un des fondateurs de la création du parti de l'ancien Premier ministre Jean-Marie Doré, où dans les années 90, il a claqué la porte pour adhérer au RPG. Et ce soir, nous avons en face de nous cette grande personnalité, cette deuxième personnalité de la République de Guinée, M. Claude Kori Kondiano. Bonsoir, Excellence. Bonsoir. Honorable, pouvez-vous nous dire pourquoi vous êtes à New York? Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord apporter une information plus précise sur le parti que mon grand frère Jean-Marie Doré dirige actuellement. En réalité, c'est un parti qui a été créé par Georges Koli Kourma et qui a estimé à l'époque qu'il fallait à la tête du parti lui-même, mais aussi une personnalité. C'est comme ça qu'il est allé vers Kamara Momori, l'ancien gouverneur de la Banque centrale de Guinée, qui a été fonctionnaire international à la CEA, pour lui demander de bien vouloir accepter la présidence de ce parti. Bon, nous avons essayé ce parti de le nourrir, de le faire vivre, dans la perspective de faire en sorte que nous puissions, dans l'avenir, nous fondre à un grand ensemble où toutes les ethnies allaient se retrouver. Voilà un peu l'historique de ce parti. Mais enfin bref, puisque vous êtes là pour me demander l'objet de ma présence à New York, j'y suis venu pour participer à la conférence mondiale des présidents d'assemblée, qu'on appelle à juste titre le Parlement mondial, parce que l'Union internationale parlementaire et les Nations unies, n'est-ce pas, sont entrés en contact après avoir constaté l'échec et les objectifs, n'est-ce pas, millénaires de développement, pour faire en sorte qu'on implique dorénavant les assemblées parlementaires du monde dans la fixation des objectifs pour le développement des différents pays. Comme vous le savez, dans le cas présent, cette Assemblée mondiale se retrouve pour essayer de réfléchir sur les grands problèmes qui assaillent la communauté internationale, les grands problèmes qui sont, par exemple, la gouvernance démocratique, ensuite les conséquences perverses de la mondialisation, l'avancée du désert, etc., etc. Donc on réfléchit pour définir les objectifs, des nouveaux objectifs, après avoir constaté l'échec des OMD, des nouveaux objectifs de développement durable. Donc tous les 5 ans, cette rencontre se tient au niveau donc des présidents des assemblées du monde pour réfléchir sur ces questions. Bon, voilà la raison d'être de notre rencontre à New York, qui vient de prendre fin avec une déclaration qui a été adoptée. Merci. Honorable, vous avez été élu le 13 janvier 2014 comme président de l'Assemblée guinéenne. Et après votre prise de fonction, quels ont été les grands objectifs de votre institution? Bon, nous avons été confrontés à de sérieux problèmes quand on a été installé. Il n'y avait rien, il n'y avait même pas d'infrastructure. Donc, la première préoccupation du bureau de l'Assemblée quand on est installé, c'est de faire en sorte que nous puissions créer des infrastructures pour installer les membres du bureau, pour installer les présidents des commissions, pour installer les présidents des groupes parlementaires, et puis un certain nombre d'agents
de l'administration parlementaire qui n'avaient même pas où s'asseoir. Alors pour ce faire, il a fallu traiter avec des fournisseurs, des prestataires de services, puisque on n'avait pas d'argent. Nous avons été contraints de demander à ces prestataires de services et à ces fournisseurs de préfinancer. Bon, c'est ce qui nous a permis de mettre en place une infrastructure minimale qui a changé un peu la physionomie de l'Assemblée, premièrement. Deuxièmement, nous avons hérité de 600 agents, plus de 600 agents de l'administration parlementaire. Alors on s'est dit, mais écoutez, 600 agents, ça fait beaucoup. Ça ne fait peut-être pas beaucoup si les gens qui étaient là avaient le profil pour les postes qui sont disponibles. Donc, on a déclenché une étude pour nous permettre de bien comprendre la structure de ces fichiers et on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment procéder à la compression. On est en train de faire ce travail d'assainissement des fichiers du personnel de l'administration parlementaire pour pouvoir travailler avec des agents efficaces. Troisièmement, le Parlement composé de 113 députés, parce que le 114e député n'a pas pu siéger, n'a pas voulu siéger, 113 députés, mais sur ces 113 députés, seulement 7 ont l'expérience parlementaire. Les autres, il fallait les former. Et nous avons rapidement négocié avec des institutions internationales, avec des ONG, qui ont accepté de nous accompagner en accordant, n'est-ce pas, des subventions, des aides financières et tout, pour commencer à former les parlementaires sur place ou à l'extérieur, par le biais des séminaires ou par le biais des voyages d'études au niveau d'autres institutions parlementaires. Enfin bref, il y a les procédures qu'il faut mettre en place parce que nous avons hérité d'une assemblée où il n'y avait même pas de procédure de gestion. Donc c'est en cours, c'est très avancé. Je crois qu'après les élections, on va reprendre le travail dans un premier temps pour adopter ces textes s'agissant des procédures qui sont déjà prêts. Donc, bref, nous sommes confrontés à une situation particulièrement difficile qu'il fallait donc commencer par prendre des dispositions pour procéder à la correction de certaines faiblesses. Mais au-delà de ça, nous avons dit qu'il faut éviter le pilotage à vue. C'est ce qui nous a donc conduit à adopter un plan quinquennal avec des objectifs à atteindre. Si bien qu'au terme de notre mandat, nous aurons à faire le point de l'exécution de ce plan pour rendre compte au peuple que nous représentons, n'est-ce pas, au niveau du Parlement. Justement, parlant de difficultés, si mes informations sont bonnes, et jusqu'à présent, l'Assemblée n'a pas encore élaboré un règlement intérieur propre à cette Assemblée. Si, l'Assemblée, quand nous sommes arrivés, on a hérité d'un règlement intérieur qui date de 1991. C'est avec ça que nous fonctionnons, bon an, mal an. Mais nous avons travaillé pour actualiser ce règlement intérieur afin de l'adapter au contexte qui est le nôtre actuellement. Bon, ce règlement intérieur a même été toiletté par un expert d'origine béninoise sur le financement, n'est-ce pas, du NDI et du PNUD NDI avec le PNUD. Et le règlement intérieur est prêt à être discuté au niveau du bureau, ensuite à la conférence des présidents, et puis au niveau de la plénière, n'est-ce pas, de la session des lois. La session des lois qui vient de se terminer, normalement devait être saisie pour que nous adoptions, certainement après amendement, sur ce nouveau règlement intérieur. Mais, étant donné que c'est une loi organique qui ne peut pas être adoptée par une majorité simple, elle ne peut l'être
que par une majorité qualifiée. Nous n'avons donc pas eu à examiner le projet de règlement intérieur à la dernière session des lois, parce que nos collègues de l'opposition avaient fait le vide. Ils ont refusé de siéger parce qu'ils disaient qu'il fallait qu'on modifie la loi sur la CENI, le code électoral. J'ai dit non, ça ne concerne pas l'Assemblée, ça concerne nos rapports ou vos rapports, vous opposition, avec l'exécutif. Donc, allez discuter avec l'exécutif et puis on verra ce qui va en sortir. Bon. Mais pendant ce temps, venez pour que nous puissions siéger afin de discuter éventuellement du projet du code électoral que le gouvernement, ils ont fait une proposition de loi. Une proposition de loi, je profite de cette occasion pour dire à mes collègues que le président de l'Assemblée ne peut pas amener directement la proposition de loi à l'hémicycle pour qu'on en discute entre nous. L'exécutif est d'abord consulté pour que l'exécutif voit. Il y a un circuit que le texte doit parcourir. Bon, la proposition de loi, on la reçoit, on en discute au bureau et on transmet à l'exécutif qui en son tour le fait examiner par l'intermédiaire du secrétaire général du gouvernement au niveau du conseil interministériel et au niveau du conseil des ministres et tout. C'est lorsque l'exécutif, n'est-ce pas, a pris connaissance du contenu du texte qu'il le retransmet maintenant à l'Assemblée, à charge pour l'Assemblée d'en discuter en plénière pour adoption. Alors, ils n'ont pas attendu, ils ont grévé, c'est bien le mot, parce que très souvent mes collègues qui ont grévé, qui n'ont pas assisté à la session des lois, moi je les ai surnommés des députés grévistes. Bon, entre nous, pour plaisanter, mais bon, mais ça correspond à une réalité. Ils ont grévé, c'est ce qui a fait que nous n'avons pas pu examiner les règlements intérieurs et leurs propositions de code électoral. C'est pour cela que nous continuons à fonctionner avec l'ancien règlement intérieur. Dans la session des lois que vous venez de tenir à l'Assemblée, quelles ont été les répercussions négatives de l'absence de l'opposition? Écoutez, la réponse négative, c'est que nous n'avons pas pu discuter des lois organiques, alors que nous, dans la mouvance, on était pressés pour que l'opposition et la mouvance s'asseyent ensemble pour examiner ces lois afin de les adopter. Hein? Ça nous aurait permis d'aller aux élections présidentielles avec un nouveau code électoral et aux élections législatives avec un nouveau code électoral. Nous ne pouvons pas le faire pour les présidentielles. Bon, pour les législatives, peut-être qu'on aura un nouveau code électoral et je le souhaite vivement. Bon, en ce qui concerne les règlements intérieurs, c'est l'aspect négatif. Nous n'avons pas pu l'examiner pour l'adopter parce que c'est une loi organique qui ne peut pas être adoptée par une majorité simple. Il faut une majorité qualifiée des 2/3 et sans eux, cette majorité, nous ne l'avons pas. C'est pour cela, au passage, qu'il me plaît souvent de rappeler à nos partenaires, quand je discute de l'Assemblée nationale de la Guinée avec eux, pour leur dire que c'est certainement l'une des assemblées les plus démocratiques à l'heure actuelle. Parce que nous avons réussi à organiser des élections très très transparentes qui ont doté l'Assemblée d'une opposition forte face à une mouvance qui a une majorité relative. Honorable, merci. Et lors de la deuxième session, vous regrettiez un manque à gagner des ressources de l'État de 500 milliards de francs guinéens. Quelles ont été les solutions qui ont été adoptées pour faire face à ce manque? Bon, écoutez, malheureusement, nous étions obligés de recourir à ce qu'on appelle généralement des aides extérieures dans le domaine du budget et de la balance des paiements.
Et il faut dire que nos partenaires ont fait le maximum pour nous accorder ces subventions-là. C'est malheureux, parce que si normalement l'économie n'avait pas été perturbée par des manifestations intempestives, qui finalement n'ont pas donné les résultats qu'on attendait du côté de l'opposition, parce qu'il a fallu s'asseoir autour de la table pour négocier. Dans un pays, c'est le dialogue qui construit un pays. C'est le dialogue qui permet à un pays d'être serein pour travailler dans la sérénité afin de créer la richesse. Mais lorsqu'il y a tout le temps des manifestations des rues et des grèves, enfin comme des journées de villes mortes, mais vous ne pouvez pas imaginer combien de fois les opérateurs économiques enregistrent des pertes et combien de fois l'économie enregistre des pertes et combien de fois ça porte atteinte au développement durable et à la croissance économique. Tout ça, ça ne fait que perturber les activités du pays et le retarder. Bon, j'ai dit tout le temps aux Guinéens que personne n'ira dans ce pays-là pour le construire. C'est nous-mêmes qui devons le construire. J'ai dit souvent à mes compatriotes que pour ce faire, il faut que et l'opposition et la majorité mettent au-dessus de leurs intérêts personnels l'intérêt supérieur de la nation. Et cela n'est possible que si on se donne la main dans cette différence idéologique, n'est-ce pas, et, qui constitue les deux courants, les deux grands courants, c'est-à-dire la droite et la gauche, hein, pour comprendre que nous devons constituer équipe, nous devons faire équipe pour travailler pour ce pays-là, afin de créer la richesse, pour rattraper le retard que nous avons par rapport aux pays voisins, hein, et avec nos immenses richesses naturelles et richesses en matière de ressources humaines, parce que la Guinée dispose vraiment de toute l'expertise au niveau national et à l'étranger, hein, qui, si on la met ensemble pour travailler pour le pays, nous allons vite rattraper le retard, voire dépasser les pays qui nous dépassent actuellement. Excellence, avant de venir ici, de sortir d'une autre session extraordinaire, la loi rectificative des finances, pouvez-vous nous dire en deux mots les conclusions qui ont été tirées? Bon, plutôt, la loi rectificative n'a pas encore été adoptée. J'ai ouvert la session extraordinaire. Je suis venu à cette conférence. Nous allons retourner demain. C'est le 7 que nous allons examiner, n'est-ce pas, le budget rectificatif en recettes et en dépenses pour l'adopter. Bon, j'espère que, parce que je n'ai pas les yeux dans la cagnotte du pays, hein, que le ministre des Finances, le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, va pouvoir dégager des ressources pour répondre aux sollicitations des différents départements et au passage de l'Assemblée pour nous permettre d'avoir un dernier trimestre moins difficile que nous avons eu tout au long des 3 trimestres qui viennent de passer. Finalement, parce que les recettes étant insignifiantes par rapport aux dépenses, hein, que nous comptions exécuter au courant de cette année budgétaire, à cause des conséquences perverses à la fois des manifestations auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure et de la fièvre hémorragique à virus Ebola, on s'est retrouvé avec une portion très très congrue des recettes qui n'ont pas pu, tant au niveau des départements dépensiers qu'au niveau de l'Assemblée, permettre les objectifs qu'on s'était fixés. Mais avec cette loi de finances rectificative, peut-être que nous aurons un peu plus de moyens pour terminer l'année en beauté.
Honorable, je vais maintenant attaquer le problème Ousmane Gawal, qui a été récemment arrêté sans qu'on lève son immunité parlementaire. Et je voulais savoir quelle a été la position de votre institution dans cette affaire. Écoutez, les lois sont claires. Les lois sont claires. Bon, l'article, je crois, 64 de la Constitution dispose que lorsque un député se trouve dans cette situation de difficulté, le bureau peut intervenir pour demander d'arrêter, n'est-ce pas, la procédure de poursuite. Sauf flagrant délit. Et c'est dit en blanc sur noir, sauf si c'est un flagrant délit. Si c'est un flagrant délit, hein, la justice ne se réfère pas à l'Assemblée. Contrairement à ce qui a été dit sur tous les sites, hein, sur les antennes des radios privées en Guinée, bon, relayées par certains collègues de l'opposition. Mais enfin, dans ce pays-là, il faut enfin que nous puissions comprendre que la loi, c'est la loi. Elle est la même pour tout le monde. Hein? Pour le président de la République qui est protégé, pour le président de l'Assemblée qui est protégé jusqu'à un certain niveau, mais aussi pour les députés qui sont protégés, c'est vrai. Mais lorsque la justice estime que le délit qui a été commis, hein, relève du flagrant délit, et que c'est seulement la justice qui peut traiter les dossiers. Donc on laisse... Moi j'aurais bien voulu, hein, parce que quand mes collègues m'ont saisi par une lettre, nous sommes allés au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, le quorum était largement atteint, nous avons discuté de ce problème-là, mais l'écrasante majorité des membres du bureau ont décidé qu'il fallait laisser la justice faire son travail, parce que c'est un flagrant délit. Voilà ce qui s'est passé. Moi, je n'ai jamais souhaité que Ousmane Gawal soit trimballé devant les tribunaux. Bon, mais si la justice l'a voulu comme ça, à mon avis, il fallait que la loi s'applique. Je suis clair là-dessus. Moi, j'ai dit que je suis à l'Assemblée pour adopter les lois que l'exécutif nous envoie. Les projets, les propositions qu'on nous envoie, on les donne. Mais une fois qu'on les a adoptés, mais nous devons être les premiers à les respecter. Mais sinon, ce peuple que nous représentons au niveau de l'Assemblée ne nous prendra jamais au sérieux. Parce que nous sommes là-bas pour le protéger, pour faire ce que le peuple... Justement, au niveau de la conférence mondiale des présidents, hein, du Parlement du monde, le problème c'est ça. C'est-à-dire qu'il est demandé aux députés de faire en sorte que nous puissions avoir une démocratie dans le sens où le veut le peuple, c'est-à-dire une démocratie avec des lois qui puissent protéger l'intérêt supérieur du peuple. Sinon, on n'est plus député. On a trahi le peuple et en principe, on doit avoir le courage de dire « j'ai trahi, donc je dois démissionner ». Voilà. Toujours sur le problème de l'honorable Ousmane Gawal, bon, si le flagrant délit est avéré, y a-t-il des mesures disciplinaires dans le règlement intérieur du Parlement? Non, le flagrant délit, il est dit dans le règlement intérieur. Le règlement intérieur a pris les dispositions d'ailleurs de la Constitution. Hein? S'il y a flagrant délit, au niveau du règlement intérieur, il est prévu que cela relève de la justice. Que la justice n'a pas besoin de saisir l'Assemblée. Et là, dans le cas d'espèce concernant notre collègue, l'Assemblée n'a pas été saisie par la justice. L'Assemblée n'a pas du tout été saisie par la justice. Ce sont nos collègues du groupe parlementaire libéral-démocrate qui nous a saisis. On s'est retrouvés au niveau du bureau
Et l'écrasante majorité des membres du bureau, comme je le disais tout à l'heure, ont décidé qu'il fallait laisser la justice faire son travail. Mais dans des cas comme ça, je crois que la justice devrait saisir l'Assemblée. Quand c'est un flagrant délit, ce qui est prévu dans le code, hein, dans la Constitution plutôt, et les règlements intérieurs, la justice n'est pas obligée de saisir l'Assemblée. Et ce que nos collègues voulaient, c'est qu'on fasse fi de ça, mais que nous, on dise quand même au gouvernement, non, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Et franchement, je vous dis franchement, en toute sincérité et avec beaucoup de regrets, que ça aurait été trahir le peuple que d'adopter une telle démarche, honnêtement. Je vous parle franchement. Hein. Voilà. Honorable, vous êtes président de l'Assemblée, vous êtes issu de la mouvance présidentielle et du RPG Arc-en-Ciel. Et vous savez aussi que parmi les principes fondamentaux d'une démocratie, il y a la séparation des pouvoirs. Et je voudrais savoir quelle est votre marge de manœuvre par rapport à l'exécutif. Non, je vais vous mettre à l'aise. J'ai une large marge de manœuvre. J'ai une large marge de manœuvre lorsque nous estimons que telle situation doit être traitée dans tel sens, même si ça ne va pas dans le sens où l'exécutif le veut, nous, on s'engage toujours dans ce sens-là. Donc j'ai une très large marge de manœuvre. Beaucoup ont dit, hein, de la part de nos collègues de l'opposition, ah oui, mais bon, il est au service d'Alpha Condé, il est ceci. Il n'y a pas ce que... Avant même que je sois élu, quand il a été décidé que c'est moi qui devais défendre les couleurs du RPG Arc-en-Ciel pour le perchoir, mais il n'y a pas ce qui n'a pas été dit. Bon, l'une des premières voix que j'ai écoutées, bon, écoutez, je vais peut-être taire le nom, c'est mieux, c'est plus courtois. Bon, il ne m'avait jamais vu, il ne m'avait jamais rencontré, il ne me connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Mais ça, on dit non, mais ça va être un président potiche, il va être au service d'Alpha Condé, etc., etc. Mais beaucoup ont été surpris. Beaucoup ont été surpris quand on s'est installé, de la manière dont j'ai eu à aborder les problèmes, de la manière dont j'ai interpellé parfois le gouvernement. Mais vous savez, bon, c'est dans la logique des choses, hein. L'opposition mouvance, l'opposition cherche toujours à cogner la mouvance, il paraît que c'est cela qu'on appelle démocratie. Mais bon, ici, vous êtes dans un grand pays, très très démocratique, mais l'opposition ne se comporte pas comme ça. Ils le font de manière vraiment rationnelle, de manière bon, intelligente. Ils font tout pour avoir des rapports intelligents avec la majorité qui est au pouvoir. Alors, qu'on ne me demande pas en Guinée d'avoir des rapports inintelligents avec l'exécutif, parce que cela ne contribuerait pas à la paix dans le pays, alors que nous sommes en train de nous battre pour que nous conduisions la Guinée sur le chemin de la paix, afin de pouvoir travailler pour développer ce pays-là, pour le sortir du retard dans lequel il se trouve actuellement. Donc, je suis un président parfaitement indépendant, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce que je dois faire pour que le Parlement marche et pour qu'il y ait la paix dans le pays. Je ne ferai jamais ce que certains présidents qui m'ont précédé ont fait, qui ont conduit à opposer à certains moments l'exécutif et le Parlement, et plutôt deux hommes qui étaient là, opposés, l'un au niveau du pouvoir législatif et l'autre au niveau du pouvoir exécutif. Ce n'est pas bon dans l'état actuel des choses pour la paix de la Guinée. Il faut que mes collègues de l'opposition comprennent ça. Je cherche à ce que mon pays soit en paix en tant qu'économiste pour pouvoir l'orienter sur la voie, n'est-ce pas, du développement et de la croissance durable. Et pourtant, Excellence, Honorable Koulikondiano,
récemment, le gouvernement a envoyé un projet de loi à l'Assemblée dans lequel il demandait de voter une loi qui autorisait les forces de sécurité l'utilisation des armes. Mais je suis très heureux que vous ayez posé cette question, parce que je vais me prononcer là-dessus aujourd'hui. Cette loi-là, qui a été adoptée par l'Assemblée, c'est le même contenu que les lois qui sont adoptées pour la sécurité du pays et tout ce que vous voudrez, telles qu'elles existent dans tous les pays. J'ai comparé avec la loi française, j'ai comparé avec la loi béninoise et avec la loi d'autres pays, même la Côte d'Ivoire. Mais c'est exactement le même contenu. Ce que je déplore au niveau des journalistes chez nous, dans mon pays, c'est que les gens ne font pas d'investigation. Bon, comment dirais-je, ils reprennent exactement la même chose que ce que l'opposition dit. Quand l'opposition parle, les journalistes relaient, mais sans faire d'investigation. Et je trouve cela dommage. Mais cette loi à laquelle vous faites allusion, c'est la même loi, au même contenu que vous retrouverez dans tous les pays du monde. Donc le gouvernement n'autorise pas à aller tirer sur les citoyens, sur les... etc. Non. Écoutez, il faut... Ce qui est malheureux chez nous, c'est que le mensonge est en train de dégrader ce pays. Même lorsque les gens savent que ce qu'ils disent n'est pas vrai, mais ils le disent de manière tellement rationnelle que le peuple parfois finit par les croire, parce que c'est relayé par des journaux qui n'analysent pas. Hein? Le peuple finit par le croire, surtout quand c'est sur les antennes des radios, écoutées sur toute l'étendue du territoire. Voyez un peu. Mais je voudrais vous dire une chose. Hein. Ce n'est pas parce que je suis un président de l'Assemblée nationale élu par la mouvance, mais pas seulement par la mouvance, parce que j'ai trouvé, j'ai l'impression, 5 de l'opposition qui sont venus s'ajouter à la mouvance pour m'élire comme député de l'Assemblée nationale. Donc je suis conscient de ça, et lorsque je traite les dossiers du pays, ou lorsque je traite les collègues députés des différents groupes parlementaires, je fais tout pour faire les choses de manière très équilibrée, pour tenir compte de cette réalité-là. Alors, c'est le mensonge qui est en train de tuer notre pays, de le retarder. Mais les gens disent des choses, mais impensables, bon, qui ont parfois pour conséquence de soulever certaines fractions de la population. Et ça, ce n'est pas du tout bon pour le pays. Ce n'est pas bon pour la paix. Quand il n'y a pas la paix, vous pouvez difficilement faire de ce pays-là un pays démocratique. Quand le pays n'est pas démocratique, il est très difficile d'aller vers le développement et la croissance durable. Merci, honorable. Vous avez fait dernièrement une tournée à l'intérieur du pays. Quel message avez-vous apporté aux citoyens? D'abord, j'étais parti pour remercier, puisque dans mon programme, j'avais pensé qu'avant la fin de l'année 2014, j'allais faire le tour de toutes les régions et de toutes les préfectures pour remercier. J'avais pris cet engagement. Mais nous avons eu tellement de problèmes que j'ai eu beaucoup de retard. Bon, figurez-vous que ce n'est pas par la forêt que je devais commencer, mais à cause de tout ce qui s'est passé, il y a eu du retard. Et au moment où il fallait que j'aille évoluer sur le terrain pour remercier les électeurs, et il avait déjà commencé à pleuvoir. Or, comme vous le savez, la forêt, c'est une zone extrêmement pluvieuse. Donc c'est pour cela que j'ai commencé par là-bas, avant les grandes pluies. Par la suite, je suis allé au Fouta, tout dernièrement. À mon retour, je vais faire la Basse-Côte. Et ce sera après Cap sur la Haute-Guinée, où je vais faire Cancan,
Mandiana, Sigri et Koursa Baro. Mais partout où je suis parti, j'ai véhiculé le message de la tolérance, de la paix, mais du sérieux dans le travail pour sortir notre pays de cette misère. Vous voyez, celui qui est là, on ne pouvait pas imaginer qu'en moins de 4 ans, il allait avoir les résultats qu'il a maintenant. Mais puisqu'on a quelqu'un qui est engagé, qui a pris un engagement et qui veut aller dans le sens où il s'est engagé, c'est-à-dire vraiment développer le pays, parce que tant que nous n'allons pas créer de la richesse dans ce pays-là, pour que chaque Guinéen ait sa part, qui puisse lui permettre de vivre, n'est-ce pas, décemment et dignement, il est très difficile que nous puissions réaliser, avoir la paix et réaliser la démocratie comme nous le souhaitons. Donc partout où j'ai été, j'ai prôné la paix, l'unité et le travail, après avoir remercié les populations. Bon, évidemment, ils m'ont critiqué après, pour dire, ah, mais lui, il est le président de l'Assemblée nationale, bon, et il invite la population à aider le gouvernement à évoluer dans le même sens qu'il s'est engagé. Mais ce n'est qu'une logique des choses. Si la population n'aide pas le gouvernement actuel à aller dans le sens, n'est-ce pas, du démarrage, de la relance de l'économie, hein, et du développement des efforts pour que nous puissions atteindre cet objectif de développement et de croissance, hein, si je ne le fais pas, j'aurais manqué à mon devoir. Hein. Demain, si je ne suis pas président de l'Assemblée, je suis dans l'opposition, un autre gouvernement monte, s'il est en train de bien travailler, je vais l'encourager. Je vais l'encourager. Premièrement, et puis deuxièmement, dites-moi, vous avez vu un seul président de l'Assemblée au monde qui ne s'engage pas aux côtés du gouvernement quand le gouvernement est en train de bien faire, pour faire en sorte que on lui renouvelle le mandat pour qu'il continue dans le même sens, pas un seul. Moi, j'observe, hein, je ne suis pas décalé, je ne suis pas un homme décalé, je suis tout ce qui se passe dans tous les pays du monde. Tous les présidents des assemblées encouragent leur gouvernement à aller dans le même sens, même quand il se trouve que le président de l'Assemblée est de l'opposition, comme au Niger. Le président de l'Assemblée nationale du Niger, il est de l'opposition, mais il encourage le gouvernement à aller de l'avant, à faire mieux. Alors, vous me donnez l'occasion de parler à mes compatriotes, hein, et je vais le dire ici, haut et fort, que tant que le gouvernement est en train de bien faire, pour avoir des résultats qu'il a maintenant là, en moins de 4 ans, moi, président de l'Assemblée, je vais l'encourager à continuer. Vous abordez la prochaine question qui venait, puisque vous avez parlé de l'élection présidentielle qui va se dérouler dans quelques jours. D'ailleurs, le président de la République a signé le décret qui appelle le corps électoral. En fait, vous avez répondu, bon, mais je vais poser. Quel bilan faites-vous des actions du président de la République? Bon, les opposants disent un bilan globalement négatif. Et bon Dieu, il faut éviter les gros mots. C'est-à-dire, quand on touche les doigts, il faut dire ce qu'on voit et ce qu'on touche de manière concrète. Écoutez, je prends un exemple concret, peut-être pour ne prendre que ça. C'est l'électricité. Bon. Le premier régime, la première république, plus la deuxième république, ont produit 227 mégawatts de capacité installée pour produire le courant. Le président Alpha Condé, en moins de 4 ans, je dis bien en moins de 4 ans, a déjà produit, rien qu'avec Kaleta, 240 mégawatts.
il faut ajouter à cela les petites centrales thermiques qui sont installées ici et là, dans des préfectures, plus Conakry. Il faut ajouter à cela les lampadaires dans toutes les préfectures, dans toutes les sous-préfectures, bientôt dans les districts, mais surtout pour ce qui est fait maintenant. Quand on additionne tout ça, en moins de 4 ans, lui, il a produit 500 MW de capacité installée. C'est un bilan négatif, ça. C'est un bilan globalement négatif. Bon, premièrement. Deuxièmement, au plan macroéconomique, moi j'ai eu la chance, après mes études en France, alors que j'avais déjà un pied au Crédit Lyonnais, avec un contrat à durée indéterminée, que les autorités de cette banque étaient prêtes à transformer en contrat à durée indéterminée, pour que je continue à travailler. En 1970, plus précisément au mois de décembre, moi, je n'ai pas opté pour rester. J'ai dit de ne pas renouveler le contrat. J'ai cassé le contrat, enfin, contrat à durée indéterminée de toute façon, comme je ne voulais pas qu'on renouvelle. J'ai dit, on ne renouvelle pas, je rentre en Guinée. Donc j'ai eu la chance de vivre 10 ans du régime de la Première République. Et j'ai assisté, j'ai participé à la gestion des relations entre les institutions de Bretton Woods, le Fonds monétaire, la Banque mondiale et la Guinée. Et à ce titre, j'ai eu à participer aux négociations pour la signature d'un accord de confirmation qu'on appelle aujourd'hui accord d'ajustement. Bon, d'abord, avant que je ne revienne, la Première République, en 1963, avait eu un accord de confirmation qu'on appelle maintenant ajustement, accord d'ajustement. Ensuite, en 1982, un deuxième accord. Mais aucun de ces accords n'a été exécuté intégralement. Bon, en 1986, avec le président Lansana Conté, je suis entré dans le gouvernement, au secrétariat d'État au commerce. On a négocié un accord avec le FMI. Bon, c'était un petit accord de confirmation, c'est vrai, pour, n'est-ce pas, commencer l'assainissement. Cet accord a été difficilement exécuté. Après, on est sorti d'un simple accord de confirmation pour le programme d'ajustement structurel avec des conditionnalités plus sévères. Mais aucun de ces accords n'a été intégralement exécuté. On est sorti des programmes d'ajustement simples à programmes d'ajustement renforcés, etc., mais jamais ces différents accords que nous avons signés avec les fonds ont été exécutés. C'est la première fois qu'on a un accord d'ajustement sévère, un programme d'ajustement très sévère, très dur, qui a été exécuté, n'est-ce pas, conformément aux engagements que la Guinée a eu à prendre vis-à-vis du Fonds monétaire, vis-à-vis de la Banque mondiale. C'est ce qui nous a valu les félicitations de ces deux institutions, au point que la dette qui était de 1,5 milliard sous Sékou Touré est passée à 3,5 milliards de dollars avec le régime de la Deuxième République, plus la période de transition militaire. La dette a plus que doublé. Mais pendant ce temps, le pays était tombé au plus bas. C'est cette dette qui, grâce au respect des engagements vis-à-vis du Fonds de la Banque mondiale, bon, qui a été pratiquement annulée de 3,5 milliards, on est tombé à 1 milliard. Mais dans quel pays vous avez vu ça? Et on peut dire que c'est un bilan globalement négatif, ça. Et à cause de ça, à cause de ce grand effort d'assainissement,
le pays est devenu crédible. Et c'est ce qui a permis que lorsque on a été foudroyé par la fièvre hémorragique à virus Ebola, on a vu tous les partenaires techniques et financiers de tous les pays venir en aide à la Guinée au point que nous sommes en train maintenant de tuer complètement le virus en Guinée. Alors, je ne cite que ces deux exemples-là, hein, parce que si vous voulez que je parle des résultats, on peut rester ici toute la nuit. Mais ces deux résultats nous indiquent qu'on a quand même affaire à une équipe qui est sérieuse. Bon, c'est des hommes, hein, c'est des hommes, et ils ont aussi des faiblesses parfois ici et là, mais quand ce qu'ils sont en train de faire est visible, palpable, n'est-ce pas, par les doigts et à l'œil nu, franchement, on doit être sérieux en reconnaissant les efforts que les autres sont en train de déployer. Même si vous n'aimez pas ces hommes-là qui sont en train de déployer ces efforts, l'honnêteté commande, même quand on n'aime pas quelqu'un, qu'on lui reconnaisse ce qu'il est en train de faire de positif. Voilà ce que je peux vous dire s'agissant des bilans. Dernière question. Je vais enchaîner une question d'abord. Okay. Bon, malgré ces réalisations du gouvernement, notamment le courant, les réformes macroéconomiques, les infrastructures, etc., l'opposition critique toujours le gouvernement d'appliquer une politique qui exacerbe l'ethnocentrisme, et elle accuse également le gouvernement sur le problème d'insécurité. Que répondez-vous? Une bonne question. Une très bonne question. D'abord, l'ethnocentrisme, ce n'est certainement pas le gouvernement là. Parce que moi, j'ai eu la chance de vivre le premier régime. J'ai fait 10 ans. Après la Révolution, je suis parti en France. J'ai fait toutes mes études. Bon, je suis revenu, mais j'ai eu la chance de faire 10 ans du régime de Sékou Touré. À cette époque, il faut le reconnaître, il y avait vraiment de la cohésion. On était unis. C'est l'époque où vous trouviez vraiment les gens, tout est dit confondu. Pour les fêtes de fin d'année, on se retrouve ensemble. Pour les anniversaires, on était tout le temps ensemble. Mais moi, c'est après Sékou Touré que j'ai appris à apprendre, à entendre plutôt, que je suis chrétien. Mais sinon, à cette époque-là, on n'avait pas ça. L'ethnocentrisme a commencé, il faut le reconnaître, avec la Deuxième République. Avec la Deuxième République. Et ça s'est exacerbé avec la transition et tout ce que vous pouvez imaginer. C'est lui qui est là actuellement, président de la République. Mais il faut voir autour de lui, son équipe est composée de toutes les ethnies. Et il est tout le temps en train de combattre cette culture d'ethnisation-là, de différenciation négative. Bon, nous, on n'a pas la culture de, comment dirais-je, de la division ethnique là, parce que nous avons eu la chance avec lui d'aller à une école où d'abord on nous a enseigné le panafricanisme, l'école de la FEAMF. La FEAMF, c'est de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, qui était la mère de toutes les associations nationales des étudiants d'Afrique noire en France. Vous avez l'AEGF, ça c'est l'association des étudiants guinéens en France. Il y avait l'association des étudiants maliens, sénégalais, béninois. On ne dirait pas béninois à l'époque, on disait daouméens, togolais, etc. Et avec ça, nous nous connaissons pratiquement tous, de l'Afrique noire, de l'Ouest à l'Afrique centrale, nous nous connaissons tous. Nous, de notre génération, on se connaît. Donc là-bas, qu'est-ce qu'on nous enseignait? Étudiant africain, tu es africain, non pas guinéen, sénégalais, et tout ce que vous voulez. Bon, dès que tu as fini tes études, va t'intégrer d'abord
aux masses paysannes, aux masses ouvrières, pour t'instruire auprès d'elles, afin que lorsque tu seras en activité, tu puisses être utile à ces masses-là. Et la différenciation ethnique là, où en disant tel est griot, tel est ceci, tel est cela, on nous a enseigné tout ça dans la fiance, on nous a appris qu'il fallait condamner ça si vous voulez qu'il y ait unité nationale au niveau de vos pays respectifs et au-delà au niveau africain. Donc, Alpha Condé, c'est le pire produit de la fiance. Il ne peut pas être ethnocentrique. S'il y a l'ethnocentrisme actuellement, c'est les autres qui cultivent ça. Ce n'est certainement pas lui. Et ce n'est certainement pas lui. Et nous qui sommes avec lui, nous qui nous sommes engagés derrière lui, pour faire en sorte que cette philosophie, n'est-ce pas, qui a été véhiculée au niveau des esprits de tous les étudiants africains de l'époque, qui sont maintenant des grands dirigeants dans nos différents pays respectifs, que cette philosophie-là ne puisse pas s'installer dans tous nos pays. Lui, il ne fera jamais ça. C'est ce qui explique. Quand vous regardez son équipe, d'abord, il n'est pas haineux. Il n'est pas haineux. Même les gens qui ont contribué à le mettre en tôle, en prison, en pleine campagne électorale, certains se trouvent autour de lui. Vrai ou faux? Non, entre nous. Bon. Tous ceux qui ont eu à lui faire du mal à l'époque, la plupart se retrouvent autour de lui, tout simplement parce qu'il veut unifier ce pays-là. Il veut unifier ce pays. Parce que si c'était mis à faire la chasse aux sorcières, c'est la meilleure manière de déclencher des sentiments de haine, des sentiments de... Et puis, qui peuvent se terminer par la guerre civile. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Lui, il a préféré chercher à unir tout le monde. Donc, à partir de... Les gens le savent. Hein. Bon, au demeurant, moi, je respecte l'opposition. Demain, si je suis dans l'opposition, je vais critiquer. Mais j'ai une culture qui m'amène à critiquer, quand je dois critiquer, de manière saine, de manière objective. Je commence d'abord par reconnaître ce que la personne a fait de positif, et par la suite, en disant, bon, mais il y a encore des faiblesses ici, ici, ici et là. Donc, il faut que toi, tu fasses plus d'efforts pour nous conduire vers le bonheur. Voilà. Cette critique, cette culture de critique positive, ça n'existe pas chez nous, surtout au niveau de nos compatriotes opposants. Et c'est ça qui fait que les rapports sont tendus, hein, l'atmosphère est parfois tendue, malsaine, et je crois que le pays n'a pas besoin de ça. Mais je suis optimiste, après l'accord auquel nous venons de parvenir pour aller aux élections, j'espère que nous allons pouvoir mettre fin à ces rapports conflictuels, à ces critiques, n'est-ce pas, comment dirais-je, qui la plupart du temps ne se justifient pas. Donc voilà vraiment le message, parce que pour développer le pays, il faut que nous nous mettions tous ensemble, la main dans la main, comme les Américains. Il y a les démocrates, il y a les libéraux, mais quand il s'agit de l'Amérique, mais ils se mettent ensemble pour l'intérêt supérieur du pays. La France, la même chose. Les communistes, le Parti socialiste et tout. Quand il s'agit de la France, ils se lèvent tous comme un seul homme, comme une seule femme, pour défendre l'intérêt supérieur de la France. Il faut que la Guinée, n'est-ce pas, évolue pour atteindre ce stade-là. Sinon, ce pays-là n'ira nulle part. Je vous dis la vérité. Votre dernier message, Excellence. Votre dernier message à vous. Voilà, c'est le dernier message que je livre. Mais je voudrais m'adresser à mes compatriotes qui vivent aux États-Unis pour leur dire d'être différents des Guinéens, n'est-ce pas, de leur pays.
Nous allons évoluer, hein. On finira par s'entendre là-bas. Mais vous ici, faites tout, parce que nous aurons besoin de vous demain. C'est là, il y a de l'expertise aux États-Unis, en France, partout, à travers le monde. Demain, il faut que vous veniez en Guinée pour vous mettre ensemble avec les autres afin que nous puissions faire le miracle que l'Amérique a fait en faisant venir les gens de tous les pays, enfin de tous les pays du monde, pour constituer ce que vous appelez en anglais melting pot ou quoi là, tout ça, afin que nous puissions travailler ensemble pour... Bon, donc j'invite mes compatriotes de l'Amérique à s'entendre, à être différents de leurs compatriotes qui sont actuellement au pays. Nous sommes en train de nous battre, on finira par nous entendre. Mais actuellement, la plaie qui est en train de se gangréner dans notre pays, c'est ce manque de culture de la vérité, hein, ces sentiments de haine des uns envers les autres, ces rapports conflictuels qui vraiment bloquent le pays. Et je ne souhaiterais pas que vous ayez les mêmes rapports ici. Merci beaucoup, honorable, d'avoir accepté cette interview. Et nous remercions et nous souhaitons un bon voyage pour votre retour en Guinée. Merci.